Ouais, la team, enfin arrivé à Dourdan. Bon, ce fut un voyage beaucoup plus long, 120 minutes, 2 heures quoi. Mais en tout cas, à Dourdan. En plus, c'est dans le 9-1. Et c'est plus compliqué d'y aller que d'aller à Nemours ou n'importe quelle autre ville. Mais en tout cas, j'y suis. Et bon, il fait pas si beau que ça aujourd'hui, ça va, mais au moins il fait frais, agréable. En plus, aujourd'hui, j'ai emporté une petite salade à manger, petit pique-nique. On va découvrir cette ville de 11 000 habitants. Et je pense que ça va être un très bon vlog. J'espère que d'ici là, j'aurai sorti le vlog de Marly-le-Roi. Déjà, en vrai, il y a des belles maisons. Mais d'ici là, j'aurai sorti le vlog de Marly-le-Roi, j'espère. Et petit truc aujourd'hui, c'est que j'ai repéré des petits chemins de randonnée pas trop longs. Et en les faisant, je pourrais en même temps faire le château. Donc c'est assez sympathique. Et pour commencer ces chemins de randonnée, il faut que je me dirige vers l'office du tourisme. Et je crois que je vais pas du tout dans la bonne direction. Mais c'est pas grave. On va se laisser guider par la providence. Ça veut rien dire, mais on va se laisser guider. Allez, laissons-nous porter. Mais là, on se retrouve au reste de l'enceinte fortifiée. Et donc là, c'est la porte de Chartres. Et en fait, il y avait plein de fortifications tout autour de la ville parce que c'était une ville assez importante pour son commerce et surtout, elle protégeait le sud. Donc, comme on pourra le voir ici, l'ensemble des. Salut la team. On se retrouve pour parler de l'histoire de Dourdan. Donc déjà, Dourdan, c'est une ville qui est habitée depuis l'Antiquité. En effet, on a retrouvé des traces d'un oppidum gaulois avec des premières productions, la poterie. Il faut savoir que la poterie, ça va être le principal enjeu économique de Dourdan jusqu'à à peu près au 16e, 17e siècle. Donc la ville, ensuite, elle va être habitée par des Romains qui vont s'y installer, parce qu'on a retrouvé une nécropole romaine. À cette époque-là, la ville s'appelle juste Dour. Euh, mais petit à petit, elle va changer de nom, notamment quand elle va rentrer dans le royaume franc au 6e siècle. Dès le 8e siècle, on va retrouver une trace de premières fortifications, mais c'est en 1220 que va arriver le château ainsi que les fortifications tout autour de la ville. Ensuite, la ville va faire son petit bonhomme de chemin pendant le reste du Moyen-Âge, donc avec la guerre de 100 ans, la guerre de religion, etc. Et au XVIIe siècle, il va y avoir une nouvelle industrie qui va s'installer et qui va faire prospérer la ville. Ça va être euh, le tissu. En effet, la ville va produire de la laine, des bas et de la soie. Et donc ça va permettre de faire pousser économiquement la ville. Ensuite, au XIXe siècle, il va y avoir des maisons d'édition d'architecture qui vont s'installer là-bas. Et c'est ainsi que du coup la ville de Dourdan. L'église de Dourdan avec la plus grosse tour qui reste du château. Le château, je le visiterai plus tard parce que là, il vient de fermer. Le temps que j'arrive. Et là, c'est très agréable. Des petites commerçantes qui tenaient. Là, on voit les douves du château. Je sais pas ce que c'est la grosse bâche blanche. Mais en tout cas, on voit les douves du château et tout. Des petites rues sinueuses comme ça. Et c'est bien beau. Bien agréable à visiter en tout cas. Et je vous reprends devant la porte principale du château. Il est quand même bien massif, hein. Je trouve plus impressionnant que Nemours, même si Nemours est grand en hauteur. Mais là, il est bien impressionnant le château. Et ici, on retrouve l'église qui est de style gothique, je dirais. Mais avec beaucoup de. Il y a aussi, comme enfin, le mercredi matin, du coup, il y a le marché. Et là, on se retrouve devant l'office du tourisme. Donc, je suis forcément devant le début de ma petite randonnée. À voir vers où je me dirige. On va aller voir l'église. Donc on se retrouve dans l'église Saint-Germain d'Auxerre, qui se trouve à Dourdan. Hein. Pour ses mensurations, elle mesure 50 mètres de long, 18 de large, et une flèche qui avoisine les 50 mètres. Donc bien sûr, c'est une église de style gothique. La première église, elle fut fondée par la mère de Charlemagne elle-même au 8e siècle, mais la construction débute réellement en 1150,
En 1428, elle est détruite durant la guerre de Cent Ans, mais elle est reconstruite à partir du XVe siècle. Mais malheureusement, il y a les guerres de religion qui vont arriver et qui vont encore une fois grandement endommager. Il va y avoir une nouvelle flèche qui va être construite alors en 1641 et Anne d'Autriche va offrir un maître-autel en 1648. En 1689, une chapelle dédiée à la Vierge est construite. Durant la Révolution, ça devient une prison jusqu'en 1795 et l'église fut réhabilitée qu'au 19e siècle grâce au don de la paroisse, même si on voit qu'elle est toujours dans un état assez déplorable, même maintenant. Même si on voit ici qu'il y a encore des couleurs et des restaurations qui sont faites, mais tout de même. Alors là, on voit une fresque, et là surtout le maître-autel offert par Anne d'Autriche, qui dénote assez bien avec le reste de l'église. Et là, on aperçoit les deux tours de l'église, on voit qu'elles sont bien asymétriques. On dirait Franck Ferrand sur le Tour de France. Mais si on est dans cette rue-là, c'est pour vous parler des fouleries. Donc en fait, les fouleries, c'est ce qui a rapporté la richesse à la ville durant le Moyen-Âge. Une foulerie, c'est le moyen de dégraisser la laine pour la rendre plus souple afin de la tisser. Et pour ça, notamment, on a besoin de moulins à eau qui la font marcher. Ce qu'on va voir maintenant. Là, on se retrouve dans un petit parc. Et donc ici, il y a les ruines du moulin. C'est pour ça que la rue s'appelle le Moulin du Roi. Alors pourquoi il y a une tour? Parce que souvent les moulins à l'époque, c'était des endroits stratégiques et donc qui étaient fortifiés. Le moulin n'existe plus, mais comme on peut voir ici, il y a une petite partie de la rivière de l'Orge qui repasse par ici. Et donc là, je continue la randonnée à Dourdan. Et donc je suis l'étape où ça m'a fait trop peur. J'ai bugué pendant un instant. Je suis la randonnée des fontaines bouillantes. Mais oui. Ça... Qui entoure et sois heureux. J'ai juré que ça m'a fait trop peur. J'ai cru qu'il y avait une meuf qui... Mais du coup, il y a deux trucs comme ça. Et on suit le chemin. Alors là, la team, je suis face à un petit problème de choix. Comme vous voyez, juste ici, il y a la big porte. Là, je suis con. Et moi, je dois aller aux étangs bouillants. Et ils disent sur le site de la rando, wesh, mais retourne-toi, que après ce panneau, on doit tourner à droite. Sauf qu'à droite, le seul truc, il est cadenassé, genre. Ça, c'est cadenassé, c'est fermé. Donc, je pense que c'est une propriété privée. On va même aller voir. Et sinon, si je tourne vers là-bas, ça va pas du tout vers les étangs bouillants. C'est un nom de fou. Ah, mais le grillage, j'ai ouvert. Les gars, je pense que c'est un urbex. Ah, j'ai décidé de prendre le chemin de gauche. Toujours à gauche ici. Toujours la gauche. Que la gauche dans la vie. Toujours. Gauche. Et je sais pas où ça m'emmène, mais j'ai... Je vous jure que je suis déjà passé par ici tout à l'heure. Donc là, j'ai essayé de faire un tour, mais j'ai pas trouvé. C'est-à-dire que ça, je suis passé devant tout à l'heure. Et la randonnée, ils me disent de continuer d'aller là-bas. Parce que le chemin de randonnée, il va de là-bas. Mais c'est quel genre de truc comme ça, là, où ça m'a juste fait faire un tour. Mais... c'est pas possible. Je vous jure qu'il n'y a aucun autre chemin. Mais attends, mais je vais passer par le... Je vais rentrer dans l'endroit où il y a le portail. Hein. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est inimaginable ce qui se passe. Oh, c'est ça. Oh, je sens que j'y arrive. Regardez. Les fontaines bouillantes. On va arriver à notre objectif. Je vais enfin pouvoir grailler. J'espère que c'est pas décevant. Ça, c'est un truc qui s'est asséché. C'est un étang. Un truc qui s'est asséché. Regardez, on voit les restes de l'eau là-bas. Juste là. Et là, il y a les fontaines bouillantes. Donc, ne me dis pas. J'ai fait tout ça pour que ce soit asséché sa mère. C'est pas beau? C'est décevant la promenade là. C'est ça les fontaines bouillantes là? C'est... Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une marque comme ça? Il y a une marque de caca. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai fait cette rando? J'aurais pu en faire une qui va jusqu'à une ferme, un corps de ferme et tout. Je crois qu'il y a un revirement de situation parce que je crois que j'ai été médisant. J'ai parlé trop vite. Oh, je crois que c'est bon en fait. Il y a un vrai lac, il y a un vrai truc, il n'y a pas une mare. Bah voilà, c'est ça qu'on demandait. Ah ouais, la qualité elle est moindre audio parce que j'ai plus mes écouteurs. Je suis en train de recharger. Et voilà, c'est ça qu'on demandait. Bah je vais bien pouvoir grailler là. Putain, encore une fois, j'aurais pu avoir les cannes à pêche. Et je l'ai pas. Excès tout. Des petits canards et tout. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ça vient en équipe m'accueillir. Ah, vous me laissez manger ou il va falloir que je les. Parce que c'est des oies, hein. Faut pas manger dos à l'ennemi. Faut manger face aux hops. Ok, pour rentrer, je dois passer par là. Faut que je me prépare. Bonjour, bonjour. Non les gars, ça c'est A. Eh, ça veut me mêler, ça veut me mêler. Ah, j'étais pas prêt pour une telle descente là. Oui, bon, c'est en voix off parce que le son était de trop mauvaise qualité. Je suis retourné en ville. Et là, en ville, je vais aller me diriger vers la mairie, le parc de la mairie. Donc, dans le parc de la mairie se trouve une statue de Jean-François Regnar, donc, qui est un explorateur et dramaturge, qui a notamment écrit pour la Comédie Française. Ça, c'est un bâtiment qui reprend le style médiéval, mais qui date des années 90. Et voilà. Et là, une petite photo de la rue qui mène jusqu'à la mairie. Je sais pas pourquoi. Et là, il y a un buste. Je ne saurais vous dire qui c'est. C'est pour ça qu'il y a une voix off qui va vous le dire. Et là, des traces des anciens remparts de la ville. On va aller voir ça. Ah non, pas un rempart, une église. Église Saint-Pierre. Donc, juste à côté des ruines de l'église se trouve la mairie. Et la mairie, c'est l'ancien château de la Parterre, un château construit en 1725 par le bailli de la ville, Michel-Jacques Lévy. Alors, un bailli, c'est celui qui administre les biens du roi à sa place, parce que le roi, il a beaucoup de biens, donc il faut des gens qui s'en occupent. Ensuite, il a été racheté par le comte de Vertiac, gouverneur de la ville, puis à la Révolution a été saisi, et puis petit à petit a été revendu à la ville, et donc maintenant c'est devenu la mairie et un lieu de salle des fêtes. Et donc rentrer dans le château, là-bas on voit la halle. Et du coup, bah, ils expliquent que la moitié du château elle a été érasée, c'est-à-dire descendue. Et on voit ça bah, par toutes les pierres qui restent, etc. Donc là on se retrouve dans la cour intérieure du château, et donc il faut savoir que la création du château date au moins des Capétiens. Il y avait une motte castrale en bois, mais c'est seulement sous Philippe Auguste que ça va devenir un château en pierre. En effet, Philippe Auguste, il veut protéger le domaine royal et pour ça, il va construire plein de châteaux en pierre sur le même modèle pour faire des économies. Donc par exemple, le Louvre en fait partie, donc le Louvre et le château de Dourdan ont à peu près le même modèle architectural. C'est ainsi qu'en 1220 commence la construction de la forteresse qui va se terminer seulement 3 ans plus tard. Ce qui est assez rapide pour l'époque, mais en même temps, il y avait beaucoup de travailleurs sur le chantier. À partir de 1307, le château revient au comte d'Évreux, il sort donc de l'apanage royal. À partir de 1385, Jean Ier de Berry achète le château. C'est ainsi qu'on peut voir une représentation d'époque du château dans un livre commandé par le duc qui s'intitule Les très riches heures du duc de Berry. On peut voir cette image ci-dessus. En 1477, le château réintègre le domaine royal. Mais dès 1447, Henri II le vend à François de Guise, qui appartient alors à la Ligue catholique. Il va donc se rebeller contre le roi Henri IV, qui va alors l'assiéger et en détruire une partie, comme on peut voir sur l'image juste au-dessus, avec le château médiéval. Tout ce qui est au-dessus des pointillés, c'est tout ce qui a été détruit lors du siège. Il va donc revenir au duc de Sully, qui va essayer de le restaurer, mais il va rester dans un certain état d'abandon. À partir de 1672, il va revenir à Louis-Philippe d'Orléans, qui va en faire une prison royale dès 1690. Il va le rester jusqu'en 1852, date à laquelle il va être acheté par Amédée Guéné, qui va le transmettre ainsi à son cousin Guyot, qui va le transmettre lui à ses descendants.
Ils vont ainsi le restaurer dans un style néo-gothique. C'est un style qui fantasme le Moyen-Âge. Donc tous les intérieurs que vous voyez depuis le début ne sont pas d'origine. En 1961, le château va être racheté par la ville de Dourdan qui va en faire le musée municipal. C'est le donjon principal, qui était avant une prison. Un petit buste de Saint-Louis. C'est casse-gueule. La bidôme, je sais pas comment il faisait réellement pour transporter des giga arcs dans ça. J'ai failli tomber 5 fois. La France. Ah là c'est tellement fou là-dessus. Ce que je vous offre. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, c'est Saphir. Donc je vais vous laisser sur ces belles images d'en haut de la tour du donjon parce que le vlog est déjà assez long et j'avais beaucoup de rush. Donc déjà c'est une très belle ville avec beaucoup de choses à visiter. Les collections du château sont très bien. Le musée du château est très bien et c'était une très bonne visite. Merci d'avoir suivi ce vlog.